c'est l'heure de Local Actu. L'information en Périgord sur RLP. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et bonjour à tous sur les ondes de Radio Libre en Périgord. Je reçois aujourd'hui Joa. Bonjour Joa. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir Joa. Pour rappeler un petit peu qui tu es une militante active du STRAS. Le STRAS, c'est le syndicat des travailleuses du sexe. Travailleuses et travailleurs, non ? Exactement, les travailleuses du sexe, du coup, non, même STRAS, syndicat du travail sexuel, tout simplement, comme ça on englobe de manière générale le travail sexuel, les travaux sexuels, parce que ça regroupe plusieurs catégories d'activités, on va dire. D'accord. Donc oui, je suis membre du STRAS depuis quelques années. J'y ai été aussi salariée coordinatrice pendant 2 ans. Le STRAS est donc syndicat du travail sexuel, mais n'est pas un syndicat corporatiste comme les grands syndicats de CGT, etc. Mais c'est une association évidemment communautaire par et pour les travailleuses du sexe. Donc on est tous TDS. Nos actions sont 100% tournées vers les communautés TDS. Donc, le STRAS existe depuis 2009. D'accord. Donc 15 ans, on a fêté les 15 ans il n'y a pas longtemps. Elle est née parce que, suite aux assises européennes de la prostitution, parce que les TDS sont organisés de manière politique et militante. Donc en 1975, où les prostituées de Lyon se sont organisées et ont occupé l'église de Saint-Nizier pendant plusieurs jours pour la première fois en fait faire apparaître des revendications. Elles ont été bien sûr expulsées par la police au bout d'une semaine, mais de là est né. Réellement, ça avait pris parce que dans d'autres villes, des occupations ont eu lieu, en France puis en Europe. De ce moment-là, parce que aujourd'hui c'est une date qu'on garde, le 2 juin comme un peu une journée de lutte pour les travailleuses du sexe, et parce que ça a donné naissance vraiment au mouvement revendicatif et militant TDS. Suite à ces mouvements, se créent des congrès, des assises, une volonté de s'organiser, de mettre en place des choses. Et du coup, en France, il existait déjà un comité droit et prostitution qui existait. Et en 2009, il s'est constitué en association type syndicale. Et donc le STRAS est né avec des militantes très motivées qui, pour certaines, sont encore avec nous aujourd'hui. Et c'est une belle transmission aussi de passage de témoins entre les différentes générations. Vous avez l'air d'être un gros réseau, tu me parlais tout à l'heure. Vous avez un réseau qui est européen ? En fait, on fait partie du réseau européen. Les travailleuses du sexe, il y en a dans tous les pays d'Europe, dans beaucoup de pays du monde. Donc, on essaye de s'organiser au mieux. D'ailleurs, au niveau européen, il y a l'European Sex Workers Alliance, SWA, le beau t-shirt que je porte. Et le STRAS fait partie, comme en Belgique, il y a des associations comme Utsopi, en Suisse, l'association Griselli d'Israël, dans différents pays, il y a des organisations aussi de communautaires TDS. Donc on se réunit au niveau européen, aussi au niveau mondial. Donc il y a le NSWP, le Network Sex Works Project, qui permet, pareil, de réunir un peu l'ensemble des... Et du coup d'agir aussi, d'avoir un poids sur les... Parce qu'il y a en parallèle aussi la lutte contre la traite, évidemment, à l'échelle mondiale. Il y a aussi des liens, du plaidoyer qui est fait au niveau de la CEDAW, donc de l'ONU, de l'Europe, etc. Donc non, il y a un vrai travail de plaidoyer sur le fond au niveau international, européen, et malheureusement moins national, parce qu'en France, bizarrement, on a du mal à vouloir parler de certains sujets. Et la prostitution fait partie de ces sujets tabous qu'on n'aborde pas, mais pour lequel le STRAS se bat du coup depuis 15 ans. Donc action concrète, on fait du plaidoyer au niveau international et national, puis on met en place, grâce à notre réseau d'autosupport, finalement, un service juridique qui fait de l'accueil inconditionnel des personnes et qui permet d'orienter, d'accompagner les victimes de violences, que ce soit administratives, avec des clients, de la police, etc., des papiers, et donc du coup de les accompagner avec un légal team d'avocats, ou de les orienter vers des associations peut-être plus spécialisées pour certaines personnes issues de communautés très spécifiques. C'est du travail pour obtenir une mutuelle spéciale pour les TDS, donc une protection santé. C'est des centres d'accueil, c'est des réseaux locaux. C'est organiser aussi des actions politiques suivant les journées aussi, être présent sur des interorgas.
Et on n'est pas un si gros réseau que ça en fait. On est très présente, on parle beaucoup, on fait beaucoup parler de nous. Comme on est 100% TDS et que les TDS n'ont pas des vies faciles, ne sont pas disponibles tout le temps et n'ont pas beaucoup de moyens souvent. Donc on fait beaucoup de bricolage. On n'est pas si nombreuses que ça, et ce qui nous use aussi assez rapidement malheureusement. Mais en tout cas, on a pour nous un peu cet instinct de survie et cette rage qui fait que on tient quand même, et que là où on est localement, on essaye d'être présente, de créer du lien, du réseau avec les collègues. Et du coup, ce qui fait que depuis toutes ces années, on est réellement l'asso référence dans le milieu TDS, dans les communautés TDS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quasiment toutes les TDS, en tout cas pour celles qui sont installées en France, qui connaissent un petit peu le paysage français, tout le monde connaît le STRAS, et une grande partie d'ailleurs suit le STRAS via les réseaux ou a été à un moment ou à un autre adhérente au STRAS. Vous êtes environ combien dans le STRAS ? Et combien de militants et militantes ? Alors, tout est relatif parce que, comme toujours dans beaucoup d'associations, on va avoir par exemple un noyau dur d'une 20aine de personnes qui vont être plutôt actifs, on va se retrouver sur le groupe Discord. Après, chaque année, on va avoir entre 100 et 200 personnes suivant les années qui vont adhérer. Des personnes ne réadhèrent pas forcément, on n'est pas très carré là-dessus non plus. Et après, on chiffre aussi, on a des newsletters, donc on a des abonnés où on est plusieurs milliers. Et par rapport à nos followers sur les réseaux sociaux, on monte facilement entre 5 et 10 000 suivant les moments. Ok. Donc, on est devenu quand même un petit peu référence dans les milieux militants et pour les TDS, même si toutes les TDS sont pas au STRAS ou ne cautionnent pas ce que fait le STRAS. Beaucoup de TDS sont aussi, comme on dit, de passage, ou sont des personnes migrantes qui ne vont pas forcément s'intéresser à la vie associative ou la vie militante en France. Donc, ils ne vont pas forcément nous connaître, sinon on ne va pas vers elles, ou ils ne vont pas forcément nous connaître. Mais en tout cas, à travers les milieux associatifs, les milieux communautaires, les réseaux sociaux et notre action, notre présence, effectivement, aujourd'hui, on représente, tout du moins, on arrive à toucher une grosse partie des TDS, et ça depuis 15 ans maintenant. Donc, Quels sont vos combats avec le STRAS ? Vous avez l'air d'être sur beaucoup de fronts, les petits chatons. Eh oui, on est sur beaucoup de fronts, t'as raison. En fait, il y a un premier travail d'autosupport, évidemment. Donc, le fait de pouvoir s'organiser localement, suivant les villes, les lieux, pour au moins déjà créer cette solidarité et ce lien. Parce que l'isolement, c'est assez difficile à vivre, surtout quand on est... qu'on subit qu'on est au carrefour de diverses oppressions, et qu'en plus on fait un travail comme le TDS qui est assez marginalisé et stigmatisé. Moi, je suis à Périgueux, je suis en contact avec des personnes où on a nos numéros de contact sur le site et les personnes peuvent nous contacter, etc. Donc déjà, ça, c'est entre guillemets l'essentiel, c'est-à-dire tendre la main à nos collègues et pouvoir s'entraider et se réseauter. Donc ça, déjà, c'est l'ADN de n'importe quelle association d'autosupport communautaire de toute façon. On a une force aussi, c'est ce plaidoyer, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement présent dans des interorgas, on fait bouger les lignes de ces interorgas. En 2016, il y a eu le changement de la loi sur la prostitution, où le racolage n'était plus interdit. Donc en fait, la prostitution devenait légale. Par contre, ce qui devenait interdit, c'était de consommer la prostitution. Donc l'État nous autorise à nous prostituer, mais interdit les clients de venir nous voir. Ça, c'est 2016, ouais. Et ça, c'est pas aidant pour le job, on est d'accord ? Non, on reviendra là-dessus, mais c'est au contraire ultra pénalisant et stigmatisant. La logique était, on va supprimer la demande pour plus qu'il y ait d'offres. Ça n'a pas marché. L'autre grand acte duquel on parle assez peu, c'est la loi de Sarkozy de 2004 sur le proxénétisme. C'est-à-dire que toute personne qui est en lien avec une prostituée est passible d'être considérée comme de proxénétisme aggravé. C'est-à-dire que un propriétaire ne peut pas louer d'appartement même sans savoir ce que fait la personne, à un prix normal. La banque n'a pas le droit de recevoir ton argent même si tu es déclaré aujourd'hui, parce qu'il y a même un code NAF qui existe. On paye l'URSSAF, mais on ne peut pas déposer notre argent en banque. Toute solidarité intercommunautaire, entre collègues est considérée comme du proxénétisme. Donc on a eu les cas des fois de deux collègues qui vont louer une camionnette, qui vont travailler ensemble sur un camion et qui vont se retrouver arrêtés par la police et accusés l'une et l'autre de proxénète de l'autre en fait. On est dans des situations totalement aberrantes. Une propre mère qui héberge sa fille ou son fils est TDS parce qu'elle va lui donner un peu d'argent à la fin du mois, la personne peut être accusée de proxénétisme aggravé. Donc, on n'est pas spécialement tout le temps poursuivi, mais c'est vrai que ça arrive assez souvent que dès qu'on commence à avoir un souci ou si on veut nous faire tomber, la
la police, l'appareil répressif a en main en fait tout l'appareil législatif pour nous sanctionner et nous écarter, nous mettre en prison. Donc c'est insupportable et c'est pareil, ça nous vulnérabilise énormément dans le sens aujourd'hui où quand dans notre travail, si un client nous maltraite, nous vole ou un guet-apens, aller demander de l'aide peut être un piège. Aller à la police ne sert strictement à rien. C'est-à-dire que demain, je reçois une personne dans mon appartement, cette personne m'agresse, j'appelle au secours, donc du coup, ça va se savoir, la police va venir, la police ne prendra pas forcément ma plainte, sauf si la personne est non blanche, et là, peut-être qu'elle fera un effort, forcément, c'est la police française. Mais par contre, elle contactera l'agence qui loue mon appartement, qui ne sait pas ce que je fais, et à qui elle va demander de m'expulser, sinon... Donc en fait, on entrave notre vie, on entrave notre travail, on fait tout pour que ce travail-là qui est censé être libre aujourd'hui ne puisse pas se faire dans les meilleures conditions. Donc on est en permanence sur la corde raide, en fait, avec une épée de Damoclès au-dessus de nous. Et ça, le STRAS, oui, fait partie de ces assauts qui luttent avec acharnement pour faire changer cette posture-là, pour faire changer ces mentalités-là, déconstruire aussi la vision du travail du sexe qu'on peut avoir en France. Il y a des personnes qui sont abolitionnistes de ce job. C'est ça, c'est qu'en fait, pour beaucoup de personnes aujourd'hui, le travail du sexe n'est pas un travail. Il est forcément une exploitation, il est forcément c'est subi, quoi. Consenti, et c'est un viol subi. Cet argument-là, qui est utilisé d'ailleurs par les féministes, et beaucoup de féministes à gauche d'ailleurs, et qui fait que les partis de gauche, les syndicats, les gros collectifs ont des postures et des positions abolitionnistes, c'est-à-dire d'interdiction de la prostitution, de pénalisation du client. C'est dans cette logique abolitionniste que justement en 2016, on a inversé la sanction qu'on ne donne plus à la prostituée mais au client. On est sur ce qu'on appelle le modèle nordique, c'est-à-dire qu'on part du principe que voilà, il faut supprimer, c'est-à-dire qu'en pénalisant le client et en rendant la vie impossible aux prostituées, forcément on fait tout pour que ça disparaisse. Et là où c'est assez affligeant, c'est que non seulement ça ne résout pas les problèmes de traite qui existent encore, malheureusement, et ça on le nie pas. Il y a encore de la traite et de l'exploitation dans l'industrie du sexe, mais qui aujourd'hui est ultra minoritaire, puisque les dernières recherches qui sont très sérieuses, puisqu'il y a des universités, des écoles ou des grosses associations qui font des travaux de recherche et qui représentent entre 5 et 10% de l'industrie du sexe sur des personnes exploitées. Donc on instrumentalise effectivement cette horreur qu'est l'exploitation. Sans la combattre réellement, alors il faut la combattre. Avec cette instrumentalisation, on pénalise surtout celles et ceux qui le font de manière autonome, choisie, qu'elles soient françaises ou migrantes en fait. Et le problème il est là, c'est en fait, est-ce qu'on veut à la fois pénaliser des femmes qui veulent s'émanciper, mais aussi des personnes migrantes, parce qu'une grande majorité de personnes, même la très grande majorité des personnes migrantes qui arrivent en Europe pour faire du travail du sexuel, le font de manière totalement libre et consentie en fait. Et elles ne sont pas victimes de réseaux. Les seuls réseaux dont elles sont victimes, c'est les réseaux migratoires, qui sont finalement imposés par les conditions de l'impérialisme, par les conditions de l'extrême pauvreté entre les pays du Nord et du Sud global, et comment les personnes du Sud global cherchent à venir dans le Nord pour pouvoir essayer de gagner un peu d'argent, d'améliorer leur vie, ne serait-ce que quelques temps pour repartir ensuite. Et le travail du sexe est aujourd'hui pour certains, un moyen comme un autre. Surtout qu'on voit très bien que de toute façon, si c'est pas du travail du sexe libre et consenti, c'est de l'exploitation, pour le coup, dans des économies dites normales, acceptables. Et finalement, on demande à des personnes migrantes d'être ou esclaves dans des hôtels ou des maraîchages ou des champs, ou alors effectivement d'être en permanence victime de la police parce que d'essayer de se prostituer, vous voyez. Donc, ça ne veut pas dire que toutes les personnes, c'est vraiment du cas par cas. On subit tous, de toute façon, le système. On est tous exploités par un système qui nous demande de vivre et de travailler pour gagner de l'argent pour vivre. Et nous, ce qu'on défend, c'est la libre disposition entière de son corps à ce niveau-là. Et si on n'entravait pas, finalement, la vie des travailleuses du sexe, on pourrait éviter finalement encore plus l'exploitation ou les conditions dégradées, de précarité, qui engendrent une forme ensuite de profit ou d'exploitation d'autres personnes. C'est parce qu'on est livré à nous-mêmes que des fois on est obligé de payer des gens pour nous protéger. Donc il y a des gens honnêtes qui ne vont pas abuser, puis d'autres qui vont abuser, vous voyez ce que je veux dire ? Donc tout ça, c'est un tout. À partir du moment où on ne peut pas se déclarer, si notre propriétaire demande notre activité, que le fait d'être travailleuse du sexe, on ne trouvera aucun propriétaire, on va se retrouver à devoir louer des appartements au noir. Donc forcément, peut-être tomber avec des marchands de sommeil, ou inversement des gens qui vont abuser de l'activité. Donc au final, nous on part du principe que beaucoup
d'abus et d'exploitation sont créés par les conditions, effectivement, de maintien des personnes migrantes dans la clandestinité, dans des conditions inhumaines de vie, sans papier, sans droit, etc. Et avec cette épée de Damoclès en permanence au-dessus de la tête, avec ce risque d'expulsion. On a des collègues qui se font agresser, qui vont au commissariat et qui se retrouvent avec une OQTF. Alors que c'est interdit par la loi, bien sûr, parce que ce sont des victimes, on va au commissariat, on porte plainte, on n'est pas là pour se retrouver. Et ça, c'est une réalité. Donc malheureusement, surtout quand on, comme je disais tout à l'heure, on croise ces diverses oppressions. Donc effectivement, la travailleuse du sexe qui est migrante, qui n'a pas de papier, qui est non blanche, qui est trans, qui peut être séropo, etc., va se retrouver encore plus vulnérabilisée. La loi de 2016, elle a eu pour effet de... Excuse-moi, je parle beaucoup, du coup je fais des tunnels impossibles, mais tellement de choses à dire. Non, mais c'est important. Non, mais pour terminer sur 2016, et tu me demandais les effets que ça avait eu, les effets délétères que ça a eu sur les travailleurs du sexe, c'est qu'au final, on s'aperçoit qu'il y a très très peu d'amendes. Et c'est pas dissuasif pour des personnes de se faire amender. Donc de toute façon, les amendes, elles ont lieu en rue. Donc c'est ce qui a fait qu'il y a eu une fuite des prostituées vers Internet, vers les annonces en fait en ligne, et puis mais pour ça il faut avoir un appartement pour recevoir. Donc finalement on a laissé en rue que les plus précaires. Aujourd'hui c'est quasiment 70% des travailleurs du sexe de rue, ce sont des personnes non blanches, migrantes, et souvent sans papier, donc beaucoup plus exposées, du gibier à flic clairement. Même si elles sont victimes d'exploitation, ça reste du gibier à flic. Et du coup, les clients aussi a changé, la clientèle a changé, parce que le client ne veut pas prendre le risque de se faire arrêter par la police. Donc, le client, effectivement, va de plus en plus aussi, lui, sur Internet, chercher les escortes, ou les lieux de TDS de rue, en extérieur, comme on dit, se sont éloignés, finalement, ont changé. Donc, les TDS sont obligés, finalement, d'aller toujours plus loin pour échapper au contrôle de police. Donc elles se retrouvent en étant isolées, éloignées de ses autres collègues, des assos communautaires, de la police ou de vie urbaine. Si on tombe sur des fous, on est plus exposé. On se retrouve aussi plus éloigné des assos communautaires qui viennent aider régulièrement, qui viennent amener qui font ce qu'on appelle les maraudes, qui amènent du matériel, qui essayent de suivre les personnes, leur proposer de l'aide, etc. Donc ça a vraiment tout transformé et ça a eu un effet délétère sans pour autant changer, mettre fin aux modes d'exploitation qui existent et qui sont liés aussi, on le sait, à l'échelle internationale, à des mafias et à des réseaux de traite, donc qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas liés directement à la prostitution en fait. En Allemagne et en Belgique, je crois que la prostitution, elle est légale. Oui, il y a plusieurs pays d'Europe qui ont des modèles dits réglementaristes, c'est-à-dire où c'est autorisé, où c'est très réglementé. Et est-ce que ces travailleuses sont mieux traitées et sont mieux protégées ? C'est un peu le même problème, c'est-à-dire qu'il y a des choses bien, parce qu'il peut y avoir une protection sociale, il peut y avoir des contrats de travail, etc. Et puis il y a d'autres choses qui sont moins bien, parce que quand on est lié par un contrat de travail à un patron, quelque part, de fait, le patron devient un peu notre proxénète. Ouais, carrément. Donc on part du principe qu'une activité comme le TDS ne peut pas avoir de rapport salarial, ou de rapport salarié plutôt, et que ça peut être que des activités autonomes ou alors en association coopérative. Mais en aucun cas dans des rapports de hiérarchie, parce qu'à quel moment la salariée va accepter, où sont les limites de ce travail, etc. C'est quand même très, très... Donc ça, par exemple, en Belgique, il y a eu, ça a été fait récemment, il y a eu des négociations, et ça peut étonner tout le monde, du coup, mais comment on peut négocier une convention collective et puis le travail du sexe, il y a différents types de travail du sexe, entre du striptease, entre de l'escorting, entre du internet, entre du porno, etc. Donc c'est pas les mêmes conditions, c'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes prestations. Donc finalement, voilà, déjà c'est assez ambigu. Et puis il y a des pays comme l'Allemagne où c'est ultra réglementé, c'est-à-dire que c'est vraiment... c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe où, il faut se déclarer toutes ses prestations, tous ses clients, il faut se faire, il faut très très régulièrement aller se faire dépister, etc. Donc on le fait, nous de fait, mais c'est des contraintes encore plus, parce que il faut toujours prouver, faire des cartes. En fait, on est totalement pisté par l'État, etc. Donc, et pas forcément en fait, libre de nos actions, donc... c'est très difficile en fait, de trouver Il n'y a pas encore vraiment de modèle qui existe, c'est des choses qui commencent à émerger. En Suisse, on a l'exemple à Genève d'une association communautaire qui gère un immeuble. En fait, l'immeuble est géré par l'association et que du coup, en fait, c'est, les appartements sont loués à des TDS à un prix fixe, avec des passes à prix fixe, et du coup, la TDS ne paye pas. Elle paye juste une chambre en fait, qu'elle loue
dans un environnement qui est contrôlé par l'association communautaire. Donc plus safe. Beaucoup plus safe, évidemment. Et puis, oui, 100% sûr, et il n'y a pas de bénéfices. Les bénéfices sont pour elle, puisqu'elle fait que louer une chambre, en fait. Voilà, des prix plafonnés, etc. Donc, il n'y a pas de possibilité, en fait. Donc, nous, on milite plus pour ce genre de modèle coopérativiste. Et pour terminer sur les différents pays, en Australie, en Nouvelle-Zélande, ils ont légalisé, pareil, ils ont libéralisé, où les personnes sont vraiment libres de le faire. Le seul pays qui est vraiment dans cette optique-là, c'est la Nouvelle-Zélande, puisqu'en Australie, ils ont légalisé. Donc les personnes peuvent faire, il y a pas de règles, elles ne sont pas contrôlées, c'est pas réglementé. Par contre, ce travail-là est strictement réservé aux personnes résidentes, donc aux Australiennes. Donc c'est une manière, si tu veux, de pouvoir dire ok, vous pouvez le faire, mais par contre on va se servir du fait que vous pouvez le faire, les étrangères eux n'auront pas le droit de le faire. Et ça, pareil, en nous, on veut pas, on sait que l'État français adorerait faire ça, et c'est le programme du RN, puisqu'ils nous l'ont dit. Ils l'ont dit clairement, mais ouais, on ne veut pas non plus être instrumentalisé dans des politiques anti-migratoires, racistes et coloniales. Donc voilà, on préfère y aller avec des pincettes et pas non plus demander tout et n'importe quoi. Justement, je voulais en venir au RN qui voulait, comme vous disiez tout à l'heure, réimplanter des maisons closes ici en France, alors que la gauche est plutôt abolitionniste. C'est ça. On se retrouve avec le parti ennemi qui joue les amis. Et en fait, c'est assez paradoxal parce qu'ils ont une vision totalement rétrograde et réactionnaire de la prostitution et de l'exploitation des femmes. Parce qu'effectivement, en proposant l'ouverture... Alors, déjà, il y a eu un premier pas de la part l'année dernière, il y a 2 ans, avec une PPL de Philippe Juvin, qui est un député LR des Hauts-de-Seine, et Sébastien Chenu, du RN, qui voulait faire pareil, une PPL pour changer la loi de 2004 pour que justement les grands propriétaires d'appartements à Paris, la pauvre madame Martin qui a 12 appartements, qui habite à Neuilly et qui un jour, sans le savoir, loue son appartement, ou son appartement est loué à une prostituée, et elle se retrouve au tribunal. Donc pour préserver cette pauvre dame, il fallait faire évoluer la loi. C'est toujours par intérêt, hein. C'est pas pour les TDS, mais c'était dans cette logique de protéger des propriétaires. Lol. Et ça a montré, si tu veux, déjà à l'époque, cette première approche où on n'écoute pas les gens concernés, on n'est pas là pour leur intérêt, mais pour le nôtre. Par contre, on va les utiliser pour dire qu'on veut, sociétalement, on est ouvert et on veut changer. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la PPL de Jean-Philippe Tanguy sur les maisons closes. En fait, l'année dernière, quand le RN, il faut savoir qu'après les élections, après chaque élection législative, des groupes de travail à l'Assemblée se créent. Ce sont des groupes de travail, il y en a une 50aine, sur différents sujets. Comme la prostitution n'est pas un sujet à gauche, c'est la droite qui s'en saisit, et c'est le RN qui préside cette commission. Donc les assos, ils ont une audition des assos communautaires. D'ailleurs, on a eu un débat en interne de savoir si on y allait ou pas. Et effectivement, c'est lors de ces auditions qu'ils ont un petit peu capté que nous, on était sur des modèles de coopérative et d'autogestion finalement, et surtout de liberté d'entreprendre et par nous-mêmes. Et ils ont retenu ça pour sortir cette dinguerie de on va réouvrir les maisons closes, mais et puis après en disant oui, mais après on veut que ce soit des maisons closes coopératives. Enfin, c'est juste, on peut pas faire des maisons closes et des coopératives. Enfin, on parle pas de la même chose en fait, et ils ont pas du tout compris, et c'était vraiment des effets d'annonce pour montrer qu'on est open. Il faut savoir qu'entre guillemets, dans la logique un peu de droite, réactionnaire, bourgeoise, blanche, effectivement, le corps des femmes est à disposition. Donc forcément, la maison close, c'est idéal. Je suis riche, j'ai le droit d'aller dans un lieu où je ne serai pas embêté par la police, où j'aurai des femmes sélectionnées pour s'offrir à moi et que je payerai, etc. Avec en plus tous les fétichismes coloniaux, etc. sur le corps des femmes indigènes, des femmes trans, etc. Donc non, pour nous, il est hors de question de s'allier avec un parti ou de soutenir une PPL qui vient du Rassemblement national, surtout pour ce type de modèle. Donc on a très très vite débunké cette information en réexpliquant que justement, le modèle, quand on parle de coopérative, c'est pour des personnes qui veulent s'organiser à plusieurs. Après, chacune peut aussi faire son travail soi-même, et il existe par exemple dans l'ESS des coopératives d'activité et d'emploi où
les entrepreneureuses deviennent salariées d'une coopérative qui crée, qui a une structure administrative qui peut les salarier, par exemple. Ça, c'est des modèles qui peuvent être intéressants dans le travail du sexe à partir du moment où la structure collective coopérative, elle récupère et redistribue l'argent de manière... Donc il y a des modèles qui existent, mais ils sont en aucun cas les modèles de l'époque. Je veux dire, même le mouvement abolitionniste est né de vouloir supprimer les maisons closes, parce que c'est de l'exploitation pure et simple, c'est des conditions d'hygiène insupportables, et comme on disait tout à l'heure, il ne peut pas y avoir de rapport salarié dans le travail du sexe, à aucun moment. Comment un patron d'établissement va accepter, s'il n'a pas gagné assez d'argent, que ses filles refusent de travailler pour telle ou telle raison. Enfin, on le voit en Espagne, ça incite finalement encore plus au réseau migratoire de ramener toujours plus de personnes, etc. Donc les filles sont libres, évidemment, mais on voit très bien que les conditions de travail sont totalement inégales. Donc on retrouve, comme dans d'autres secteurs d'activité, finalement une inégalité de fait qui fait que les filles qui travaillent n'ont aucun poids et se laissent finalement exploiter de manière économique par leur patron. Donc ça, c'est un refus total. Et la gauche, malheureusement, comme tu dis, elle reste abolitionniste, donc elle refuse le débat, clair et net. Donc c'est assez compliqué, malheureusement. Il nous reste 1 minute, c'est passé à une vitesse folle, Joa, je crois qu'il faudrait que tu reviennes. N'hésitez pas, en fait, déconstruisons. Et sur le STRAS, il y a un site, STRAS Syndicat, il y a des réseaux sociaux. Allez vous renseigner. Le STRAS est très présent aujourd'hui dans les luttes intersectionnelles, décoloniales. On fait des choses avec d'autres orgas et on a une vraie place aujourd'hui dans le monde du changement et on est à cette place intersectionnelle. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'écouter la parole des TDS et on a des choses à dire et voilà, avançons ensemble. Merci Joa pour ce moment. Merci à toi de m'avoir accueilli, merci à cette Radio Libre en Périgord et merci encore. Avec plaisir. Avanti et Tahia Palestine.